Ma mère a dit, nous ne pouvons pas emmener tes enfants au chalet à la montagne. Il n'y a pas assez de lits. Puis, j'ai vu des photos des enfants de mon frère, en pyjama assortis près de la cheminée, pendant que mes enfants restaient à la maison. Je n'ai rien dit. J'ai réservé une suite dans une station de sport d'hiver, j'ai emmené mes enfants skier pour la première fois, et j'ai publié chaque photo. Ce soir-là, ma mère a appelé en hurlant, « Comment as-tu pu y aller sans nous ?» J'ai simplement répondu. 2 tartes à la citrouille trônaient sur le siège passager de mon pick-up, enveloppées dans ces mêmes torchons à carreaux que grand-mère Yona avait l'habitude de plier sur ses grilles de refroidissement, chaque mois de novembre. Le sifflet d'arpenteur en laiton, attaché à son cordon rouge, se balançait au rétroviseur intérieur, à chaque virage sur la route de Wallaridge. Ma fille Juno l'y avait accroché le matin même. Elle avait 9 ans, et elle m'avait dit que ça portait bonheur. Moi, j'avais 34 ans, et j'avais envie de la croire. Il faisait froid sur la crête, ce mercredi 26 novembre, 2 jours avant Thanksgiving. Ce genre de froid typique du centre de l'Oregon, qui s'installe dans vos poumons, et qui y reste. Je me suis garé dans l'allée de ma mère, derrière le pick-up de Brody, j'ai pris les 2 tartes, et je suis entré par la porte latérale. La cuisine de ma mère sentait la cannelle, le cèdre, et je ne sais quelle bougie hors de prix que Serena avait rapportée de Portland. Le plan de travail était déjà recouvert de plats. Brody se tenait près de l'îlot central avec un verre d'eau pétillante, la mâchoire détendue. Sa posture était celle d'un homme qui n'a jamais eu à se défendre, dans une pièce remplie de membres de sa famille. Serena était à côté de lui, ajustant le col de leur fils, Bose, avec 2 doigts. Del Kearney, le voisin du terrain du bas, se trouvait près du garde-manger. Il récupérait une rôtissoire qu'il avait prêtée à ma mère en octobre, tandis que sa femme l'attendait dans la voiture. 4 personnes dans la pièce. Ce détail aurait son importance plus tard. Ma mère a pris une tarte, l'a fait tourner dans sa main, puis l'a reposée. Elles ont l'air bonnes, Cameron. Tu peux les poser sur le comptoir. Elle s'est essuyée les mains sur son tablier, et sa voix a changé. Elle a baissé d'un demi-ton, comme elle le fait toujours quand elle a déjà pris une décision, et qu'elle la présente ensuite comme une réflexion raisonnable qui vient tout juste de lui traverser l'esprit. Ma mère s'est appuyée contre le comptoir. J'ai besoin que tu écoutes ça, sans en faire toute une histoire. Le chalet peut accueillir 8 personnes. La famille de Brody en compte 4. Ton père et moi, ça fait 2. Et les parents de Serena complètent pour arriver à 8. Il n'y a pas de place. Et franchement, Finn a cassé la rampe l'année dernière à Pâques. Je ne peux pas revivre ça. La rampe. Mon fils de 6 ans s'était appuyé sur une balustrade mal fixée, que papa n'avait jamais réparée en 20 ans, et elle avait cédé sous les 27 kilos d'un enfant de maternelle. C'était en avril. Mais en novembre, ma mère s'en servait toujours comme preuve que mon enfant était le problème. Donc, nous ne sommes pas invités, ai-je dit. Le menton de ma mère s'est relevé. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place pour mes enfants. Ma mère a croisé les bras. Il n'y a de place pour personne d'autre, Cameron. C'est mathématique. Elle a regardé Brody. Il a regardé son assiette. Serena a ajusté le col de Bose une seconde fois. Personne n'a parlé. Les mathématiques n'étaient pas le problème, et chaque personne présente dans cette cuisine le savait très bien. Et c'est alors que ma mère a prononcé la phrase qui a pétrifié Del Kearney. Le chalet n'est pas une aire de jeu, Cameron. Ta fille pique des crises pour de la mousse de chocolat chaud. Et ton fils casse tout ce sur quoi il atterrit. Personne n'a envie que le chaos d'une mère célibataire vienne gâcher le premier week-end en famille de Serena. Tu gagnes ta vie en mesurant des fossés. Apprends donc à mesurer une pièce. La main de Del était posée sur la rôtissoire. Elle n'a plus bougé. Le plat est resté à moitié soulevé, entre l'étagère et sa poitrine, comme s'il avait oublié ce que faisaient ses bras. Les doigts de Serena se sont figés sur le col de Bose. La mâchoire de Brody s'est contractée, mais sa bouche est restée fermée. Pas un mot. Pas pour me défendre. Je suis resté là pendant 4 secondes. Le cordon du sifflet appuyé contre mon sternum, sous ma veste. J'ai ramassé mes clés sur le comptoir, où je les avais posées à côté des tartes. Je suis ressorti par la moustiquaire, sans me retourner. Les tartes sont restées sur le comptoir. Ma mère ne m'a pas rappelé. Personne ne l'a fait.
Je suis resté assise dans mon pick-up, dans l'allée de ma mère, pendant 6 minutes avant de pouvoir enclencher la marche arrière. Mes mains étaient agrippées au volant, mes jointures étaient blanches, et ma vision était floue. Je ne pleurais pas, car je m'étais fait une promesse, il y a 2 ans pendant mon divorce, de ne plus jamais pleurer dans une allée. J'ai tenu cette promesse. Mais je suis resté assise là, j'ai respiré un grand coup, et j'ai laissé la phrase tourner en boucle. Ta fille pique des crises pour de la mousse de chocolat chaud. Ton fils casse tout ce sur quoi il atterrit. Personne n'a envie du chaos d'une mère célibataire. Ce n'était pas une mère qui s'inquiétait du nombre de lits. C'était une femme qui avait décidé que mes enfants étaient un problème de décor. Ils ne correspondaient pas à l'image qu'elle était en train de construire pour les parents de Serena. Les larmes discrètes de Juno face à un chocolat trop chaud n'étaient pas touchantes. Elles étaient embarrassantes. L'énergie de Finn n'était pas simplement celle d'un enfant de 6 ans plein de vie. C'était un fardeau. Et dans cette cuisine, je n'étais pas sa fille. J'étais un conflit d'emploi du temps, avec les bagages d'une garde partagée, et des bottes pleines de boue. Tu gagnes ta vie en mesurant des fossés. Apprends donc à mesurer une pièce. Dell a entendu cette phrase. Serena l'a entendu. Brody l'a entendu. Et Brody savait déjà ce que je suis sur le point de vous révéler. Ça, c'était le 26 novembre. Dès le 20 janvier, je possédais chaque centimètre carré de terre sur lequel reposait son chalet, et elle ne le savait pas encore. Le jour de Thanksgiving. J'ai laissé mon téléphone dans le tiroir de la cuisine. Juno, Finn et moi avons mangé des sandwichs à la dinde sur le sol du salon, dans une cabane en couverture, en regardant un film sur un chien qui apprend à surfer. Maman, est-ce qu'on est censé être quelque part, a demandé Juno pendant le générique de début. Nous sommes exactement là où nous sommes censés être, ai-je répondu. J'ai lissé le mur de la cabane de Finn, sans lever les yeux. Elle a hoché la tête, et n'a pas posé la question à nouveau. Finn a tellement ri pendant la scène de surf, qu'il a fait tomber sa sauce au canneberge de son assiette en carton sur le tapis. Juno l'a nettoyée avec un chiffon humide, sans qu'on le lui demande. Elle était comme ça. Elle remarquait les choses qui échappaient aux autres, et elle s'en occupait discrètement. Un peu comme Papy Annelle, qui avait l'habitude de redresser les piquets d'arpentage tordus à la fin d'un chantier, même quand le client ne regardait pas. À 20h14, mon téléphone a vibré 11 fois depuis le tiroir. La discussion de groupe de la famille. Des photos. Les enfants de Brody, et les parents de Serena, vêtus de pyjamas assortis en flanelle rouge et verte, près de la cheminée du chalet. La belle vaisselle sur la table à manger. Le sapin, décoré avec les ornements que grand-mère Yona avait collectionnés pendant 30 ans. Bose tenant une tasse de chocolat chaud. Jane assise sur les genoux de la mère de Serena. Un couple plus âgé, en peignoirs assortis, que je n'avais jamais rencontré. Tout le monde souriait. Le chalet rayonnait, de cette façon dont il ne rayonne que sur les photos prises par des gens, qui veulent vous montrer exactement ce que vous ratez. Juno a regardé les photos par-dessus mon épaule. Elle n'a rien dit. Elle s'est replongée dans le film, mais sa main a trouvé le sifflet accroché aux clés, que j'avais laissé sur la table basse, et elle l'a tenu par le cordon pendant tout le reste du film. Elle le tenait de la façon dont on tient quelque chose, quand on a besoin de se sentir proche d'une personne qui n'est pas dans la pièce. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai regardé ces photos à nouveau. J'ai zoomé sur la 3e image. Derrière le sapin, à travers la fenêtre du fond, j'ai aperçu un nouveau hangar de rangement. Revêtement en cèdre, toit en métal, dalles en béton. Il n'était pas là du temps où grand-mère était en vie. De plus, l'allée sur la première photo était plus large que dans mes souvenirs. Du gravier frais, des granulats neufs repoussés dans la limite des arbres, selon un angle qui indiquait que quelqu'un avait nivelé le terrain avec une petite pelleteuse. En tant que géomètre expert agréé, je sais à quoi ressemblent des travaux de construction sur une limite de propriété. On n'élargit pas une allée, ou on ne coule pas une dalle de béton, sans vérifier où tombe la limite cadastrale. Soit quelqu'un avait vérifié, et avait construit sur les terres de ma grand-mère. Soit quelqu'un avait construit sans vérifier. Les deux réponses signifiaient la même chose. J'ai failli faire la vérification ce soir-là. J'avais le portail du registre du comté dans mes favoris, et j'avais mémorisé le numéro de parcelle depuis des années, à force de voir papy me guider le long des piquets de propriété quand j'étais enfant, m'apprenant à lire les repères en laiton au toucher.
mais la porte de la chambre de Juno n'était qu'à 2 mètres de ma chaise, et elle n'avait pas besoin de m'entendre, à minuit, éplucher des registres cadastraux en marmonnant des trucs sur des bornes foncières. Alors, j'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai attendu jusqu'au matin. Vendredi 28 novembre, 6h15. Les enfants dormaient encore. J'ai conduit jusqu'à mon bureau dans l'obscurité, et j'ai laissé le terminal SIG démarrer. J'ai tapé le numéro de parcelle pour le lot 2, lotissement Wallowa Ridge, comté de Deschutes, Oregon. Propriétaire, Cameron Yonaval. Enregistré le 14 janvier 2022. L'écran brillait dans la pénombre du bureau. Mon prénom, mon deuxième prénom. Le nom que grand-mère Yona m'avait donné parce qu'Yona était le nom de sa propre mère, et qu'elle disait que j'étais celle qui le porterait plus tard. Lot 2. 40 acres. La parcelle qui enveloppait le terrain du chalet sur 3 côtés. La parcelle qui contenait l'intégralité de l'allée menant de la route départementale à la porte du chalet. Le puits qui fournissait l'eau du chalet, le champ d'épuration de la fosse septique qui traitait ses déchets, la servitude pour la conduite de gaz propane. Chaque mètre d'infrastructure qui faisait de ce chalet une structure habitable reposait sur mon terrain. Je possédais cette propriété depuis 3 ans. Et personne ne me l'avait dit. La valeur estimée du lot 2 était de 412 000 €. Le chalet, sur le lot 1, disposant de l'eau, de la fosse septique et de l'accès routier, était évalué à 167 000 €. Sans tout cela, le lot 1 n'était qu'une boîte sur une île. Je suis resté assise là pendant un long moment. Mes mains étaient à plat sur le bureau, de cette façon dont on pose ses mains à plat quand on a besoin de sentir quelque chose de solide. 3 ans. Ma mère avait utilisé mon allée, mon puits, et mon système septique pendant 3 ans, sans jamais me dire qu'il m'appartenait. Elle avait exclu mes enfants d'un chalet qui ne pouvait pas fonctionner sans ma terre. Elle m'avait traité de femme qui mesure des fossés, tout en se tenant debout sur 40 acres de mes terres. J'ai failli l'appeler sur le champ. J'ai failli dire le montant en euros à voix haute, et laisser ce chiffre faire le travail. Mais j'entendais la voix d'Odette Whitham résonner dans ma tête, fruit de 16 années de travail sur le terrain, sors le titre de propriété d'abord, réagis ensuite. Alors, j'ai sorti le titre de propriété. Lot 2, 40 acres. Cédé à Cameron Yonaval par les dernières volontés et le testament de Yona Marguerite Val, homologué et enregistré en janvier 2022. 6 juin un accord de licence révocable accordant au chalet du lot 1 l'utilisation limitée de l'allée, du puits et des installations septiques du lot 2. Révocable par le propriétaire du lot 2 avec un préavis écrit de 30 jours. La licence n'était pas permanente. C'était un cadeau. Le cadeau de ma grand-mère, donné avec la certitude que je déciderais, en temps voulu, de le maintenir en place ou non. Et puis, ça m'a frappé. J'ai regardé à nouveau les photos sur mon téléphone. Les parents de Serena, en peignoirs assortis. La phrase de ma mère a résonné. Le premier week-end en famille de Serena. Il n'avait jamais été question de lit. C'était une grande première, une démonstration. Ma mère avait mis en scène un Thanksgiving idyllique, pour les parents de la vieille bourgeoisie de Portland de Serena. Et mes enfants, mon divorce, mes bottes pleines de boue, et ma fille à la mousse de chocolat, ne cadraient pas avec le portrait qu'elle essayait de peindre, sur mes propres terres. J'ai fermé l'écran des donations. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé Brody. J'ai récupéré les enfants à 9h, et à 10h, j'avais réservé une suite au pied des pistes du Mont Bachelor. 1847 € pour 2 nuits. C'était l'argent que j'avais mis de côté pour des pneus neige neufs, et un manteau pour Finn. Mais Juno n'avait jamais fait de ski. Finn ne s'était jamais tenu dans la vraie neige de montagne. Et je n'avais emmené mes enfants nulle part depuis 2 ans, parce que le moindre euro de libre allait dans le compte d'exploitation de mon entreprise. Je n'arrêtais pas de me dire, l'année prochaine. Mais il n'allait plus y avoir d'année prochaine pour ce sentiment-là. Ce sentiment que mes enfants méritaient quelque chose de bien, et que je pouvais le leur offrir tout de suite. Les 40 acres pouvaient attendre. Mes enfants, non. Si vous regardez ceci, et qu'on vous a déjà dit que vos enfants n'étaient pas les bienvenus quelque part, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le coin Reddit. Le samedi matin, nous avons roulé jusqu'au Mont Bachelor. Le ciel était de ce bleu qui n'existe qu'au-dessus de 1800 mètres d'altitude, fin novembre. Juno est tombée cette fois pendant sa première leçon. Elle s'est relevée 8 fois. La monitrice de ski, une femme d'une 50aine d'années aux lèvres gercées par le soleil,
m'a dit qu'elle n'avait jamais vu une enfant de 9 ans avec une telle concentration silencieuse. Juno n'a pas célébré après sa première descente complète. Elle m'a juste regardé, depuis le bas de la piste pour débutants, et a ajusté le cordon du sifflet sous la sangle de son casque. Elle l'avait pris dans le pick-up le matin même, et l'avait mis autour de son cou sans rien demander. Finn m'a lancé une boule de neige dans le dos depuis une distance de 10 mètres, m'a frappé entre les omoplates, et a hurlé comme s'il avait gagné le Super Bowl. Il a refait ça 14 fois. Je n'en ai esquivé aucune. Nous avons mangé du chili au chalet de la base. Finn a redemandé une portion. Juno a trempé son pain dans le bouillon exactement comme grand-mère Yona le faisait, le tenant par le bord jusqu'à ce qu'il soit tendre, mais sans qu'il ne se désagrège. Elle n'avait jamais vu grand-mère le faire. Elle le faisait juste de la même façon. Certaines choses se transmettent par le sang. Après le déjeuner, Juno a pris le télésiège pour la première fois. Elle s'est agrippée à mon bras si fort que j'ai perdu la circulation dans 2 doigts. Au sommet, elle a regardé la vallée et les lignes de crête, qui superposaient le bleu et le gris jusqu'à l'horizon. Papy pouvait voir tout ça, a-t-elle demandé. Oui. Bien. C'est tout. Elle a poussé sur ses bâtons, et a descendu la piste verte sans tomber une seule fois. J'ai pris des photos. Juno sur la piste, en équilibre, le cordon rouge visible sous son casque. Finn le visage dans la poudreuse, riant avec de la neige dans les sourcils. Moi avec eux deux, la montagne derrière nous. Mon visage, celui d'une femme qui ne simule pas le bonheur, mais qui se tient en plein cœur de celui-ci. J'ai publié chaque photo. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que mes enfants étaient heureux, et que j'étais heureuse. Et pour la première fois en 2 ans, la vie que j'étais en train de bâtir me semblait réelle. La discussion de groupe est restée silencieuse pendant 4 heures. Puis ma cousine a liké les photos. Ensuite la sœur d'Aaron. Puis 2 mamans de l'école de Juno, avec des commentaires, c'est génial. Juno a l'air si confiante. Personne de ma famille n'a réagi. Ni maman, ni papa, ni Serena, ni Brody. Le silence de Brody était différent de celui des autres. Maman était probablement furieuse. Papa était probablement en train de calculer. Mais Brody, lui, a simplement disparu du groupe de discussion. Aucune réaction, aucun « j'aime ». Ce genre de silence n'est pas de l'indifférence. Ce genre de silence appartient à quelqu'un qui sait quelque chose, et qui ne veut surtout pas qu'on attire l'attention sur ce qu'il sait. Dimanche soir. 21h47, les enfants endormis. Le téléphone sur la table basse, haut-parleur activé. Le sifflet en laiton sur la table d'appoint, à côté d'un verre d'eau. La voix de ma mère a frappé la pièce comme une alarme incendie. Comment as-tu pu y aller sans nous? J'ai laissé la phrase planer une seconde, avant qu'elle ne reprenne. Tu as emmené ces enfants dans une station de ski. Tu ne peux pas te permettre de me donner le mauvais rôle. 1800 € pour un séjour au ski, et tu n'es même pas capable d'acheter à Finn un manteau d'hiver à sa taille. C'est tout ce que tu sais faire. Cameron. Tu es incapable de construire quoi que ce soit de réel, alors tu te mets en scène. Une femme divorcée, avec une entreprise d'arpentage qui n'a même pas un 2e employé. Et qui publie des photos de ski comme si elle vivait une sorte de rêve. Ton père est d'accord. Brody est d'accord. Tout le monde le voit. Tu es une femme de 34 ans, qui poste des photos comme une adolescente parce qu'elle n'a pas été invitée à un misérable week-end. Mon père était sur la ligne. Silencieux, comme il l'est toujours quand ma mère est au volant. Je l'ai laissé finir chaque mot. Elle est revenue sur le manteau de Finn. Elle a mentionné le coût du séjour au ski 3 fois, comme si ces 1847 € étaient la preuve irréfutable de mon irresponsabilité. Elle a répété, tout le monde le voit, 2 fois de plus. Puis, elle a manqué de façon différente de dire la même chose, et la ligne est devenue silencieuse, à l'exception de la respiration de mon père. Tu as fini, ai-je demandé. La respiration de ma mère s'est bloquée. Pardon? J'ai gardé une voix égale. Tu m'as dit de mesurer une pièce. Grand-mère m'a légué 40 acres. Ton allée se termine là où commence ma limite de propriété. 7 secondes de silence. Je les ai comptés sur l'horloge au-dessus de la cuisinière. De quoi est-ce que tu parles? La voix de ma mère s'est brisée sur le dernier mot. Demande à Brody. J'ai raccroché. J'ai ramassé le sifflet par son cordon,
et je l'ai tenu dans mon poing fermé. Ma phrase n'était pas une supposition. J'avais extrait le plan cadastral le vendredi matin. J'avais lu l'acte de propriété. Je connaissais la valeur estimée jusqu'au dernier chiffre, mais je ne lui ai rien dit de tout cela. Elle pouvait le découvrir de la même façon que moi. Lundi matin, 1er décembre, j'ai appelé Odette Whitham. C'était une géomètre du comté de Deschutes, âgée de 68 ans et à la retraite. Elle m'avait formé quand j'étais une jeune technicienne de terrain de 22 ans, avec des bottes empruntées, une mire empruntée, et aucune idée de la façon de lire une élévation de référence sans revérifier le manuel. Elle m'avait appris à lire les têtes de borne sous la pluie, à arpenter une chaîne sans me tromper dans le compte, et à connaître la différence entre une limite qui a été mesurée, et une limite qui a été simplement supposée. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. J'avais le plan ouvert sur mon écran, et l'acte de propriété affiché sur le deuxième moniteur. Odette a fait une pause. Le plan de ta grand-mère. J'ai marqué un temps d'arrêt. Comment le savais-tu? Sa voix s'est adoucie. Cameron, j'ai arpenté cette crête en 1991. J'ai regardé Annelle parcourir ces bornes avec toi quand tu avais 11 ans. Ta mère n'a jamais, pas une seule fois, arpenté cette ligne avec lui. Ton frère n'a jamais posé de questions sur les bornes. Toi, tu l'as fait chaque été. À chaque visite. Yona m'a dit qu'elle te le léguait. J'attends cet appel depuis 3 ans. 3 ans. Et personne ne me l'a dit. La voix d'Odette était prudente. Ce n'était pas mon secret à révéler. C'était le cadeau de ta grand-mère, et il était censé te parvenir par les voies officielles. Quand ça n'a pas été le cas, j'ai supposé que quelqu'un s'en occupait. Quelqu'un s'en occupait. Brody s'en occupait. Il avait signé un formulaire d'accusé de réception, puis avait dit à l'avocat de suspendre la procédure. Odette est restée silencieuse pendant 4 secondes. Alors, j'arrive dans 20 minutes. Elle a fait le trajet en voiture, avec son thermos de café noir, et son carnet de terrain de 1991, qui contenait les notes d'arpentage originales d'Annelle Val, crayonnées dans les marges. Elle s'est assise à mon bureau, et a examiné le plan, l'acte de propriété, l'accord de licence, et la clause de révocation. Elle a lu chaque page. Puis, elle a fermé le dossier et m'a regardé. Appelle Wanda Blackley. Aujourd'hui. Mercredi 3 décembre, bureau de l'avocate Wanda Blackley sur Greenwood Avenue. Wanda était l'avocate chargée de la succession de grand-mère Yona. 51 ans. Des lunettes de lecture sur une chaîne en perles. Le genre d'avocate qui conserve les documents originaux dans des armoires ignifugées, et qui se souvient de chaque dossier par la couleur de sa chemise. Le dossier d'Yona était vert. Wanda l'a sorti sans lever les yeux. Odette était assise à côté de moi. Je lui avais demandé de venir car elle connaissait ma grand-mère depuis plus longtemps que j'étais en vie. Votre grand-mère a été très spécifique. Wanda a ouvert le dossier à plat sur le bureau. Elle a légué le lot 1 et le chalet à la fiducie familiale, avec Hélène comme administratrice. Elle vous a légué le lot 2, et les 40 acres environnants, directement à vous. Pas à la fiducie, pas à la famille. À vous, nommément, par acte de propriété. La licence révocable, ai-je demandé, qu'autorise-t-elle exactement? Wanda a tourné une page. L'allée du chalet, le puits et la fosse septique se trouvent tous sur vos terres. Ils fonctionnent en vertu d'une licence que votre grand-mère a jointe au testament. Vous pouvez la révoquer avec un préavis écrit de 30 jours. Après cela, le chalet n'a plus d'eau. Plus de routes et plus de systèmes d'évacuation des déchets. Pourquoi personne ne me l'a dit? Wanda a retiré ses lunettes de lecture. J'ai envoyé une lettre recommandée à votre adresse enregistrée, en mars 2023. C'était le domicile conjugal. J'avais déjà déménagé. La lettre est revenue non réclamée. Elle a tourné une page. Mais votre frère Brody a été nommé exécuteur testamentaire suppléant. Il a reçu sa propre copie, directement de ce bureau. Il a signé un formulaire d'accusé de réception, confirmant qu'il s'assurerait que vous seriez informé. Et il ne m'a pas informé. Je sentais les bords de mes molaires se presser les uns contre les autres. Wanda a secoué la tête. Non, il ne l'a pas fait. Elle a fait glisser le formulaire sur le bureau. La signature complète de Brody, datée du 22 mars 2023. Et dans la marge, avec l'écriture de Brody, SVP, attendez avant de contacter CE directement.
Projet de vacances, je ne veux pas de complications. Projet de vacances, je ne veux pas de complications. Mon frère avait appris que je possédais 40 acres de Wallowa Ridge. Il avait signé un document légal acceptant la responsabilité de me l'annoncer, puis il avait écrit une note demandant à l'avocate de suspendre la procédure, parce qu'il ne voulait pas que cela complique l'utilisation du chalet par sa propre famille. Pendant 22 mois, à travers 2 Thanksgiving, 2 Noël, et chaque samedi où l'escalade de Serena roulait sur l'allée élargie de mes terres, et maintenant, le tableau complet était clair. Brody savait que je possédais la terre. Il l'avait cachée pour que sa famille puisse continuer à l'utiliser. Et le week-end qu'il a prouvé, ce fameux week-end où ma mère a exclu mes enfants, avait été mis en scène sur mes 40 acres, pour un public que je n'avais jamais rencontré. Les lits n'avaient jamais été le problème. Mes enfants étaient le problème. Et ils avaient fait tout ça, sur une terre qu'ils m'avaient cachée. Odette a posé sa main à plat sur le bureau. Sa voix était ferme, mais sa main ne l'était pas. Je n'avais jamais vu les mains d'Odette trembler en 16 ans de travail sur le terrain. Ce garçon t'a regardé travailler 60 heures par semaine, et il a tenu sa langue. Mes yeux m'ont piqué. Pas pour l'argent, pas pour la superficie. Mais parce que Brody s'était tenu près de cet îlot de cuisine, il avait écouté ma mère me traiter de mère célibataire qui mesure des fossés, alors qu'il savait déjà que la terre sous le chalet était à moi. Il l'a laissé dire ça. Il m'a laissé partir. Ensuite, il est retourné à son eau pétillante et à ses pyjamas en flanelle, utilisant ma terre comme toile de fond pour son portrait de famille. Si un membre de votre famille vous a déjà caché votre propre héritage pour protéger son propre confort, abonnez-vous à Le Coin Reddit et activez la cloche. J'ai appelé Brody le mardi 9 décembre. Il a décroché à la 3e sonnerie. En bruit de fond, Bose posait des questions sur le dîner. J'ai vu le formulaire d'accusé de réception. J'ai gardé une voix atone, le même ton que j'utilise quand j'appelle un entrepreneur au sujet d'une anomalie de limite de propriété. 3 secondes de silence absolu. Puis, il a expiré, comme il le fait toujours quand il s'est fait prendre, et qu'il a besoin de faire passer ça pour un malentendu. La voix de Brody est sortie, précipitée. Je n'ai rien caché. J'ai juste pensé que ça n'avait pas d'importance. Tu n'utilisais pas la terre. Nous si. Qu'est-ce que tu allais faire de 40 acres de pin? Cameron? Construire un bureau d'arpentage dans la boue? Tu arrivais à peine à faire rouler ton pick-up. Tu vivais dans une location avec 2 chambres. En mesurant les limites de propriété des terres des autres. Maman avait besoin que le chalet tourne. Les parents de Serena avaient besoin de voir que cette famille possède quelque chose. J'ai pris une décision. Chaque phrase était une entaille spécifique. Le pick-up, la location, les terres des autres. Les parents de Serena. Ils ne se défendaient pas. Il énumérait les raisons pour lesquelles je ne méritais pas de savoir. Tu as signé un document légal, Brody. Sa voix s'est tendue. C'est une propriété familiale. Elle a toujours été destinée à rester dans la famille. Grand-mère te l'a laissée sur le papier, mais elle l'a destinée à nous tous. Elle me l'a laissée par acte de propriété. Enregistré, classé, tamponné. La respiration de Brody s'est accélérée. Tu vois très bien ce que je veux dire. Je sais ce que dit ta note dans la marge, de ta propre écriture. Projet de vacances. Je ne veux pas de complications. 6 secondes de silence. Bose a demandé s'il y avait du pain à l'ail. Qu'est-ce que tu vas faire? Sa voix avait baissé. Son assurance s'était envolée. Ce que ferait n'importe quel géomètre, quand quelqu'un construit sur son terrain sans autorisation. Je vais borner la ligne. Lundi 15 décembre. Wanda a déposé 3 documents au bureau du registre du comté de Deschutes. Premièrement, un avis de révocation avec préavis de 30 jours. La licence révocable du lot 2, accordant l'accès à l'allée, au puits et à la fosse septique pour le chalet, était résiliée à compter du 14 janvier 2026. Après cette date, aucun véhicule ne pourrait légalement traverser ma terre, aucune eau ne serait tirée de mon puits, et aucune eau usée n'irait dans mon champ d'épuration. Deuxièmement, une action en revendication de propriété, pour confirmer mes droits de propriétaire, et éteindre toute servitude par prescription revendiquée. Frais de dossier, 485 €. Troisièmement, un avis d'empiètement. Le hangar en cèdre de Brody, un réservoir de propane et une section de clôture déplacée se trouvaient tous sur le lot 2.
Mise en demeure d'enlèvement sous 60 jours. Coût de construction estimé du hangar, 14 200 €. Élargissement de l'allée, payé par Brody, 6 800 €. Tout cela sur mes terres. Tout cela sans autorisation. J'ai conduit jusqu'à la limite de propriété cet après-midi-là, avec des repères, le trépied de mon entreprise, une chaîne de 15 mètres, et le maillet de terrain que Papy Hanel avait utilisé pendant 40 ans. Le manche était fissuré au niveau de la poignée, et je l'avais réenveloppé de ruban adhésif noir quand j'avais 17 ans. Son poids m'était familier. Le point d'équilibre se trouvait 5 cm au-dessus de la poignée. Je connaissais ce maillet comme un musicien connaît le manche de son instrument. J'ai jalonné chaque coin, j'ai installé le trépied sur la ligne de base, et j'ai tracé mon propre cheminement, en vérifiant les bornes existantes par rapport aux coordonnées du plan. 3 des repères originaux de Papy, datant de 1978, étaient toujours dans le sol, intacts, les têtes en laiton verdis par le temps, mais les lettres estampillées toujours lisibles sous mon pouce. 2 avaient été arrachés quand Brody avait nivelé l'allée. Les trous où se trouvaient les tiges étaient remplis du gravier de l'allée. Je les ai remplacés. Des têtes en laiton sur des tiges de fer, enfoncées à 45 cm de profondeur. Le maillet résonnait clairement à chaque frappe. 5 repères. Chacun estampillé Val Surveying. Chacun posé avec la même procédure qu'Ansel m'avait apprise quand j'avais 14 ans, et qu'il avait mis le maillet entre mes mains pour la première fois, en me disant « enfonce le droit ». Si la borne est de travers, tout ce qui suit sera faux. Je me suis tenu au coin nord-est quand j'ai eu terminé. La lumière de décembre était basse, et les ombres des pins traversaient la limite de propriété à un angle de 40 degrés. Le chalet était visible d'ici. De la fumée sortait de la cheminée. Une lumière brillait dans la cuisine. La voiture de ma mère était dans l'allée. Elle se trouvait à l'intérieur d'une structure qui ne pouvait pas fonctionner, sans le sol qui se trouvait sous mes bottes. Kent a appelé ce soir-là. Papa. 65 ans, menuisier à la retraite. L'homme qui avait construit la balustrade du chalet il y a 30 ans, et qui ne l'avait jamais réparée. Sa voix était fatiguée. Ta mère ne dort plus, Cameron. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Est-ce vraiment ce que Papy Hanel aurait voulu? Tu punis toute la famille parce que tu n'as pas eu droit à un week-end. Il a dit ça comme un homme qui lit un texte sur une carte. Les mots de maman, avec la voix de papa. J'avais entendu ce numéro de ventriloquie toute ma vie. Papa, est-ce que tu étais au courant pour l'acte de propriété? 4 secondes. Les 4 secondes les plus longues que mon père n'ait jamais produites. La voix de papa a baissé. C'est ta mère qui s'est occupée de la succession. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Papa a expiré. Cameron, je te demande de réfléchir à ce que tu es en train de faire à cette famille. Je te pose une question, réponds par oui ou par non. Il a raccroché. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé à mon père, pendant 3 mois. J'ai failli leur pardonner cette semaine-là. J'ai failli monter sur la crête avec un thermos, m'asseoir sur la vieille souche d'arpentage de Papy, et passer un coup de fil. Mais ensuite, j'ai ouvert le dossier de la succession, et j'ai regardé la note de Brody dans la marge. Projet de vacances, je ne veux pas de complications. Et je me suis souvenu de Juno tenant le cordon du sifflet pendant le film, du rire de Finn avec sa sauce au canneberge, et de ma mère disant « Personne n'a envie du chaos d'une mère célibataire ». Et ce « j'ai failli » a disparu. Il a complètement disparu. 14 janvier. La licence a expiré. Un entrepreneur en clôture a installé une barrière à poteaux verrouillable, Bollard, sur la limite de propriété, là où l'allait passer du lot 2 au lot 1. Poteaux en acier, cadenas, réflecteurs réglementaires du comté des 2 côtés. J'ai monté la nouvelle tête de borne à 15 cm de la barrière. Bouchon orange. Val Surveying gravé dans le laiton. Le chalet était enclavé. Aucun accès légal pour les véhicules. Pas de puits, pas de fosse septique. 20 janvier. Réunion d'hiver de l'association de propriétaires de Wallowa Ridge. Centre communautaire, 19h. 14 propriétaires. Ma mère dans le fauteuil de la vice-présidente, à la table d'honneur. La plaque avec son nom centré. La copie de l'ordre du jour alignée avec le bord de la table. Papa au dernier rang. Brody 2 sièges derrière lui. Serena absente. Je suis entré à 19h04, avec un plan roulé sous le bras,
la copie du règlement de copropriété de 1978 dans une enveloppe manille, et la révocation enregistrée dans une pochette transparente. Le sifflet pendait sous ma veste, à son cordon. Gérald Kopp, le président du conseil, a ouvert la séance. J'ai levé la main. J'ai un problème de conformité concernant le lot 1, Wallowa Ridge, parcelle 4417. Gérald a hoché la tête. Le visage de ma mère a changé. Les coins de sa bouche se sont contractés. Elle connaissait le numéro de parcelle, comme une vice-présidente connaît les parcelles qu'elle supervise. Mais elle ne savait pas ce qui l'attendait. J'ai déroulé le plan sur la table d'honneur, j'ai montré au conseil les limites des lots, je leur ai montré la licence révocable, et la révocation enregistrée. Puis, je leur ai montré le règlement restrictif de 1978, que Papy Hanel avait enregistré sur le lot 2, limitant la route d'accès à 3,60 mètres de largeur, normes standards de sécurité incendie et de lutte contre l'érosion pour les parcelles rurales des crêtes de l'Oregon. L'allée actuelle mesurait 5,50 mètres de large, parce que Brody l'avait nivelé et gravillonné au printemps dernier, pour le passage du SUV Escalade de Serena. Sans la licence, le seul accès du chalet était une route de 3,60 mètres qui n'existait plus. Ma mère m'a interrompu, depuis le fauteuil de vice-présidente. C'est ma fille. C'est une affaire personnelle. Gérald a regardé le règlement. Le règlement est l'affaire du conseil, Hélène. Brody s'est levé. Sa chaise a raclé le sol. Toutes les têtes se sont tournées. Ma sœur fait ça parce qu'elle est en colère à propos de Thanksgiving. C'est une querelle de famille, pas un problème pour le conseil. Elle n'a pas été invitée à un misérable week-end, et maintenant elle essaie de détruire une propriété familiale. Cameron, on peut sortir une minute. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pas sous le coup de l'émotion, mais à cause de l'effort pour paraître raisonnable, alors que 14 voisins le regardaient essayer de traîner une procédure légale dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis adressé au conseil. Le lot 1 n'est pas en conformité avec le règlement enregistré sur la largeur de la route d'accès. La licence révocable qui permettait un accès élargi a expiré le 14 janvier. En vertu de la section 4.2 du règlement intérieur de l'association. Toute propriété non conforme pendant plus de 30 jours déclenche l'examen automatique de l'éligibilité de son propriétaire à siéger au conseil. Del Kearney était assis au deuxième rang. Il était dans la cuisine de ma mère le 26 novembre. Il avait entendu la phrase sur les fossés et les mères célibataires. Il a regardé le plan, puis ma mère, puis la table devant lui. Il a hoché la tête une fois, le hochement de tête d'un homme qui se doutait de quelque chose, et qui venait de le voir confirmé sur un document officiel du comté. Ruthie Ben, la secrétaire du conseil, a lu la section 4.2 à haute voix depuis le classeur du règlement. J'ai servi ce conseil pendant 6 ans. Les mains de ma mère s'agrippaient au bord de la table. Vous ne pouvez pas me renvoyer pour une querelle de famille à propos d'une allée. La violation du règlement est documentée, a répondu Gérald. La révocation de l'accès est enregistrée. Ce n'est pas une querelle. C'est un défaut de conformité. Ma mère s'est penchée en avant. Je vais réparer la largeur de l'allée. Laissez-moi 30 jours. L'allée se trouve sur la propriété de votre fille. Vous ne pouvez pas la réparer sans sa permission. Gérald a fait une pause. Avez-vous sa permission? Ma mère m'a regardé pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. J'ai soutenu son regard, et je n'ai pas dit un mot. Gérald a appelé au vote. 5 contre 1. Le titre de vice-présidente a été retiré à ma mère. Elle était le seul vote, pour. Ses mains se sont posées à plat sur la table. Ses doigts se sont écartés et ont appuyé, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Sa main droite a tremblé une fois, puis s'est bloquée. Ses épaules sont tombées de plusieurs centimètres, comme si quelqu'un avait coupé les fils qui les maintenaient en l'air. La couleur a d'abord quitté son cou, comme une marée lente remontant vers le haut, puis sa mâchoire, puis ses joues. Sa respiration a changé. Superficielle, contrôlée. Le genre de respiration que fait une personne quand elle essaie de garder la face, dans une pièce remplie de gens qui détournent déjà le regard. Elle n'a pas pris son sac à main, ni le classeur du règlement qu'elle avait apporté de la maison. Elle est restée assise dans le fauteuil de la vice-présidente, avec sa plaque toujours centrée devant elle, et elle a regardé chaque propriétaire sortir en passant devant elle. Elle n'a pas bougé.
Gérald a éteint les plafonniers, rangée par rangée. Elle était toujours assise là quand la dernière rangée s'est éteinte. Dell est passée près de moi en se dirigeant vers la porte, et a tapoté 2 fois le bord de sa tasse de café. Pas une célébration, juste la reconnaissance d'un homme qui avait vu une injustice être réparée. Odette était 3 chaises derrière lui. Elle a croisé mon regard, et a tapoté 2 fois le côté de son thermos. Notre ancien signal de terrain, de l'époque où elle m'apprenait à confirmer une ligne de démarcation à 40 mètres de distance. Ligne confirmée. L'air sur le parking était à -2 degrés. Le ciel était noir et dégagé, et je pouvais voir chaque constellation que Papy Annel m'avait montrée depuis cette crête. Les conséquences financières sont arrivées en premier. Le 22 janvier, l'assureur du chalet a envoyé un avis de non-renouvellement. Sans accès à l'eau, et avec un système septique non fonctionnel, la propriété a été classée comme inhabitable. Prime annuelle de 3 214 €. Couverture résiliée le 28 février. Ma mère a trouvé la lettre dans la boîte aux lettres, au bout de l'allée. Elle s'était garée sur la route départementale, et était entrée à pied par le portail verrouillé, parce que la barrière ne s'ouvrait pas. Elle s'est tenue près de la boîte aux lettres, dans son manteau, elle a lu la lettre, l'a remise à sa place, et est retournée à sa voiture. 3 jours plus tard, le legs conditionnel de 84 000 € de Brody, issu de la succession de grand-mère Yona, a été annulé par le tribunal des successions. La clause de notification du bénéficiaire exigeait que l'exécuteur testamentaire suppléant confirme la notification. Brody avait signé l'accusé de réception, puis avait étouffé la notification pendant 22 mois, tout en utilisant la propriété qu'il avait cachée. Manquement à l'obligation fiduciaire. Les 84 000 € sont retournés au reliquat de la succession. Sa coopérative de crédit a exigé le remboursement d'un prêt personnel de 38 600 €, qui avait été garanti par le paiement attendu de cet héritage. L'agent de crédit a demandé à Serena de confirmer que la garantie avait été annulée. Elle n'a pas pu le confirmer, parce qu'elle ignorait l'existence même de ce prêt. Elle a posé le téléphone sur le comptoir en granit, sans raccrocher, est entrée dans la chambre, et a fermé la porte. Elle n'en est pas ressortie pendant 2 heures. La valeur estimée du chalet a chuté de 167 000 € à 91 000 € lors de la révision suivante du comté. Sans accès à l'eau, aux égouts ou à la route, ce n'était plus qu'une simple structure sur une île d'un acre. Le compte de retraite de papa avait 22 000 € affectés à l'entretien du chalet. Cet argent était désormais gelé, dans l'attente de la résolution de l'action en revendication de propriété. La lettre de la banque est restée non ouverte sur leur table à manger pendant 3 jours. Les retombées sociales ont été plus lentes, mais elles ont frappé plus fort. L'annuaire de l'association de propriétaires a été publié fin janvier. Nouveau vice-président, Dell Kearney. Le nom de ma mère avait été retiré de l'entête qu'elle avait elle-même conçue, 6 ans plus tôt. Un voisin a transféré l'annuaire à la liste de diffusion complète de Full Ridge. Ma mère y figurait toujours. Elle a vu son propre nom manquer, sur son propre document. Les parents de Serena ont annulé leur visite de Pâques. Serena l'a annoncé à Brody dans la voiture, sur le chemin du supermarché. Serena regardait droit devant elle. Mes parents ne viennent pas pour Pâques. Brody lui a jeté un coup d'œil. Pourquoi? La mâchoire de Serena s'est contractée. Ma mère a demandé si ta famille avait des problèmes judiciaires. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui en avais pas parlé. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à dire, Brody. N'est-ce pas? Il a monté le son de la radio. Aucun des deux n'a parlé pour le reste du trajet. Sur le planning d'inscription pour le repas partagé de l'église de février, le créneau de coordinatrice de ma mère avait été attribué à une autre femme. Personne ne la prévint. Personne n'appela. Personne ne lui envoya de SMS pour dire « Nous avons donné ta place à quelqu'un d'autre ». Elle l'a découvert lorsqu'elle est entrée dans la salle paroissiale, avec le même plat en terre cuite qu'elle apportait depuis 9 ans. Ce plat en céramique bleue, avec la poignée ébréchée, que tous les membres du comité reconnaissaient à vue d'œil. Elle a vu un plat différent à sa place habituelle sur la table. La nouvelle coordinatrice lui a fait un signe de la main, de l'autre bout de la pièce. 2 femmes à la table de service se sont regardées, puis ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Ma mère est restée sur le pas de la porte, tenant son plat des 2 mains. Elle a fixé la table pendant un long moment, puis elle a fait demi-tour. La porte a sifflé en se refermant derrière elle, sur sa charnière pneumatique. Elle a posé le plat sur le siège arrière, et s'est assise dans le parking de l'église pendant 8 minutes,
moteur éteint, avant de rentrer chez elle. 3 février. Une boîte UPS sur mon Porsche. À l'intérieur, 2 ensembles de pyjamas en flanelle assortis, rouge et vert. Même marque, même motif que sur les photos près de la cheminée à Thanksgiving. Une note manuscrite, avec l'écriture cursive de ma mère, pour que mes petits-enfants soient assortis, eux aussi. Amour, grand-mère. Juno a ouvert la boîte. Elle a soulevé le premier ensemble et a regardé le motif. Elle l'a reconnu. Ce sont les mêmes que sur la photo. La voix de Juno était calme, pas triste, juste certaine. J'ai hoché la tête. Elle a poussé la boîte vers le bord de la table. Elle n'a pas ouvert l'ensemble de fines. J'ai failli l'ouvrir moi-même. J'ai failli penser, peut-être que c'est le début de quelque chose. Peut-être qu'une boîte de pyjama est ce qui se rapproche le plus, pour Hélène Val, de l'aveu qu'elle a eu tort. Mais ensuite, j'ai relu la note. Pour que mes petits-enfants soient assortis, eux aussi. Les mots eux aussi. Comme si c'était mes enfants qui avaient choisi de ne pas venir. Comme si ces pyjamas assortis avaient toujours été disponibles, et qu'ils avaient simplement refusé. Ce fut la dernière tentative de ma mère. Pas d'excuses, pas d'appel téléphonique, pas de reconnaissance du fait qu'elle avait caché mon héritage, ou que Brody avait étouffé une notification légale. Ni qu'elle avait perdu son poste de vice-présidente parce qu'elle avait bâti sa position sociale sur mes terres. Elle a envoyé des pyjamas assortis, à des enfants qu'elle avait qualifiés de chaotiques. De la part d'une grand-mère qui les avait exclus. Comme si le problème avait un jour été lié à ce que portaient mes enfants. 2 jours plus tard. 5 février. Un huissier de justice a livré 3 documents roulés à la porte d'entrée de ma mère, et 3 copies identiques dans la boîte aux lettres de Brody. Le plan cadastral avec la limite du lot 2 surligné en orange. La révocation enregistrée, avec le sceau du comté. Et le dépôt de plainte pour manquement lié à la succession, avec le formulaire d'accusé de réception de Brody joint. Sa note dans la marge était bien visible, à travers la pochette transparente. SVP, attendez avant de contacter CE directement. Projet de vacances, je ne veux pas de complications. Brody a ouvert la sienne devant la boîte aux lettres. Il est resté sur le trottoir dans son manteau, lisant chaque page. Le vent agitait le papier. Il a lu la note dans la marge en dernier. Ensuite, il est rentré à l'intérieur, et n'a pas refermé la porte de la boîte aux lettres. Elle est restée ouverte pendant 2 jours. Le facteur a laissé un avis jaune. Si vous avez déjà tracé une limite de propriété dont votre famille vous disait qu'elle n'existait pas, vous savez ce que l'on ressent. Abonnez-vous à Le Coin Reddit. 14 février, jour de la Saint-Valentin, 20h47. Hélène Val a conduit sur la route de Wallowa Ridge, seule. Kent n'est pas venu. Elle s'est engagée sur l'accès de l'allée, et ses phares ont percuté la barrière escamotable. Poteau en acier verrouillé. Réflecteur réglementaire du comté renvoyant une lumière blanche vers l'habitacle. La tête de borne se dressait à 15 cm, sur la droite. Bouchon orange. Val Land Surveying, estampillé dans le laiton. Et un avis du règlement accroché au poteau, dans une pochette en plastique. Elle est restée assise dans la voiture, moteur tournant, et phare braqué sur la barrière. Elle n'est pas sortie. Elle n'a appelé personne. Le chauffage tournait. La neige tombait sur le pare-brise, fondait près de la base, et regelait sur les bords, formant un motif qui ressemblait, vu sous un certain angle, à une ligne topographique. Elle est restée là pendant 2 heures. À 22h51, le voyant de carburant s'est allumé. Elle a fait demi-tour, et a redescendu la crête à 20 km/h, ses phares perçant le vide. Elle n'y est pas retournée. Samedi matin, 7 mars. Ma cuisine à Bend. Le plan encadré des 40 acres est accroché au mur, près de la porte d'entrée. Les limites de propriété sont claires, les repères sont étiquetés. Mon tampon professionnel dans le coin inférieur. Juno est assise à la table, portant le sifflet en laiton de papy Annelle sur son cordon rouge. J'ai raccourci le cordon la semaine dernière, pour l'adapter à son cou. Elle trace la limite du lot 2 du bout du doigt, suivant la ligne de la borne sud vers la borne nord. Exactement comme je le lui avais montré sur la crête, quand je l'ai emmené voir les bornes pour la première fois. Elle n'a pas demandé pourquoi nous possédions la terre. Elle a demandé où se trouvaient les coins. Finn est à côté d'elle,
avec des crayons, dessinant son propre plan d'arpentage sur du papier d'imprimante. La flèche pointant le nord est à l'envers. La limite de propriété est droite. Il a écrit Val en lettres capitales tout en haut. Le L est inversé. Odette Witham est au comptoir avec une assiette de collache et un thermos de café noir tout frais. Elle est en train de montrer à Finn comment lire une ligne de contour sur une carte topographique. Il n'arrête pas de pointer la mauvaise élévation, et elle ne cesse de répéter, presque. Et c'est celle d'au-dessus. Elle dit ça à de jeunes géomètres depuis 40 ans. Elle n'a jamais, pas une seule fois, paru impatiente. Les 40 acres sont à mon nom. Enregistré, libre de tout droit. Confirmé par un jugement en revendication de propriété, prononcé le 26 février. Le chalet se retrouve enclavé sur un seul acre, sans eau, sans égout et sans route. Son assurance est annulée. Sa valeur est de 91 000 euros, contre 167 000 euros auparavant. Le hangar en cédera un avis d'enlèvement placardé sur la porte. La pompe du puits porte l'étiquette orange de mon entreprise. Le fauteuil de vice-présidente de ma mère appartient à Adèle Kearney. Les 84 000 euros de Brody sont retournés à la succession. Son prêt de 38 600 euros est en recouvrement. Les parents de Serena ne sont pas revenus. Papa n'a pas appelé. Sur le manteau de la cheminée du chalet, une photo encadrée de 2019 montre toujours le sifflet en laiton autour de mon cou. Le sifflet n'y est plus, désormais. Il n'a plus été dans ce chalet depuis des années. Les 1847 euros que j'ai dépensés pour le séjour au ski ont été le meilleur investissement de ma vie. Pas à cause des photos. Mais parce que Juno s'est relevé 8 fois sur cette piste pour débutants, et que Finn m'a frappé avec une boule de neige, à 10 mètres de distance. Et pendant 2 jours, sur cette montagne, mes enfants ont été les seules personnes au monde qui comptaient. Ma mère m'avait dit d'apprendre à mesurer une pièce. J'ai mesuré 40 acres. Et l'allée se termine là où commence ma limite de propriété. La lumière du matin traverse la fenêtre de la cuisine, et fait briller le laiton du sifflet, au moment où Juno tourne la tête. Le cordon rouge bouge contre sa clavicule, comme il bougeait contre la mienne au moment de l'histoire des tartes, et contre celle de papy sur chaque ligne de crête qu'il a parcourue sur cette montagne. Finn pose son crayon et regarde Odette. Est-ce que je pourrais venir au bureau et utiliser la grande carte? Odette me regarde. Je hoche la tête. Toujours, dit-elle. Le même mot qu'elle a prononcé pour moi, quand j'avais 22 ans, et que je lui ai demandé si je pouvais essayer de faire le cheminement toute seule. Le sifflet accroche la lumière une dernière fois. Juno le touche, sans baisser les yeux. De la même façon que l'on touche quelque chose qui nous a toujours appartenu.